L'invité de 15 cette semaine, c'est Grégoire Bellost, journaliste pour le magazine Society. Bonsoir. Bonsoir. Society vient de sortir un numéro événement intitulé 50 ans de rap. Quel est l'événement fondateur? Pourquoi on fête les 50 ans cette année? Alors pourquoi on a décidé de faire ce numéro? C'est parce qu'on a vu que l'été dernier, le 11 août 2023, les Américains célébraient les 50 ans du mouvement hip-hop, de cette culture. C'était en fait la date anniversaire d'une block party qui a eu lieu dans le Bronx le 11 août 1973, organisée par un DJ qui s'appelle Kool Herc et par sa sœur Cindy Campbell. Et en fait, c'est lors de cette soirée, de cette fête de quartier, que Kool Herc, pour la première fois, a mixé en utilisant des techniques de DJ qui ont donné naissance au hip-hop, donc à la culture hip-hop et à ses quatre piliers. Nous, on s'est intéressé vraiment particulièrement au rap, à la musique rap dans ce numéro, parce que voilà, c'est une musique qu'on aime, qui nous accompagne au quotidien depuis longtemps. Dans Society, vous nous dites que le premier morceau de rap français, eh bien c'est ça. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je lui dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Chacun fait du duo Chagrin d'amour. On ne s'attendait pas à ça. C'est le morceau fondateur du rap en France. Ouais, bien sûr, et ça montre aussi l'évolution énorme qu'a connue cette musique au travers des années. On consacre aussi un article à Jul dans ce numéro. Je parle de Jul là parce que lui aussi aime en fait se rapprocher et faire sien un peu des influences comme ça de variété française des années 80. Du parler chanter un petit peu. Exactement, ou quand il va reprendre Les Démons de minuit par exemple à sa manière. Donc on a par exemple entre autres article au sommaire suivi de Jules il y a quelques années lors du début de sa carrière. Society a interviewé 14 rappeurs et rappeuses français, Chillax, Harris, Luigi PK, Le Juice. Le magazine nous dit que la France est le pays où le rap est le plus vivace après les États-Unis. Comment vous l'expliquez? C'est une question assez large et difficile d'y répondre rapidement, mais il y a plein de facteurs. Il y a la dimension sociale, bien sûr. Leroy du Saiyan Super Crew qu'on a interviewé dans cet article explique bien dans les années 80 l'immense besoin de s'exprimer qui était inassouvi par toute une jeunesse des quartiers populaires et le rap a été une manière parfaite pour eux de dire ce qu'ils avaient à dire. Il y a aussi la dimension musicale, bien sûr, dans ce dossier-là. Plusieurs rappeurs expliquent que évidemment, le rap français s'est inspiré du rap américain, de la source, si on peut dire, mais qu'il a su aussi devenir singulier, et notamment ces dernières années, en s'hybridant avec plein d'autres musiques, avec des musiques africaines, avec de la variété française, comme on le disait, avec des musiques électroniques, parfois des rythmes qui peuvent venir du reggaeton, et en fait c'est ce qui fait que c'est une musique toujours vivace, et des décennies après sa naissance elle est toujours là, elle ne cesse jamais d'évoluer en fait. Vous n'oubliez pas les femmes du rap, avec notamment un dossier sur Lady V, danseuse et compagne de Cool Chain, partie trop tôt. Pourquoi ce focus sur elle? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'était essentiel pour nous de parler des femmes et d'expliquer qu'elles ont grandement contribué à la culture rap, à la culture hip-hop. Lady V, c'est un exemple parfait. C'était une breakeuse, c'était une danseuse. Elle était proche du groupe NTM. Elle les a beaucoup aidés lors des années 80 et 90. Malheureusement, elle est décédée il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. C'est important aussi pour nous de montrer que voilà, il y a plein de femmes qui ont joué un rôle dans cette histoire, dans cette culture. Des têtes d'affiche, bien sûr. On pense à Missy Elliott aux États-Unis dans les années 2000, ou plus récemment, toujours aux États-Unis, Cardi B, une Ice Spice, en Grande-Bretagne, Little Sims. En France, bien sûr, le nom de Diams revient souvent. On y consacre un article où on va parler à ces fans des années 2000, ces fans de la première heure qui nous expliquent en fait comment Diams les a éveillés à la musique, bien sûr, mais aussi à des choses plus politiques. Et puis parmi les femmes qui ont joué un rôle plus de l'ombre, on parle
d'une femme qui s'appelle Paola Zucccar et qui est surnommée en Italie la marraine du rap italien. Elle a plus de 50 ans maintenant et elle a grandement aidé à faire en sorte que l'Italie accepte le rap, parce que le pays n'était pas forcément très réceptif à ce genre musical il y a encore quelques années. Et voilà, c'est une entrepreneuse du rap italien qui a permis aussi à cette musique d'exister de l'autre côté des Alpes. Justement, vous avez fait ce dossier sur Diams, vous êtes allé à la rencontre de ses fans, des gens du milieu, pour retracer son parcours. Pourquoi ce parti pris de faire parler ses fans ? C'est quelque chose qui nous tient toujours à cœur à Society. C'est vraiment dans l'ADN de notre journalisme. On ne va pas tant aller dans la critique ou dans l'analyse musicale, mais essayer de donner la parole, de faire témoigner, d'aller sur le terrain. Et donc, dans le cas de Diam, c'était important de montrer qu'elle avait permis à plein d'adolescents, mais aussi et surtout d'adolescentes, voilà, de s'éveiller, comme je disais, à la musique, et aussi peut-être commencer à s'intéresser à la politique, parce qu'on sait que les textes de Diams pouvaient être très, très conscients à ce niveau-là. Et peut-être créer aussi de nouvelles rappeuses, on le voit avec le Juice, Vicky Air, Davinor, peut-être que ça les a aussi inspirés. Qui dit rap français dit aussi parfois justice, car les hommes politiques n'aiment pas forcément les textes. Society est allé à la rencontre de Dominique Tricot, l'avocat qui a défendu Medine, Sniper ou encore le ministère amer. Qu'est-ce qu'il nous apprend, cet avocat ? C'est quelqu'un de très intéressant, Dominique Tricot. En effet, il a défendu Sniper durant les années 2000 ou La Rumeur aussi. Déjà, son parcours nous montre que, notamment durant les années 2000, le rap français a été assez stigmatisé, attaqué par des personnalités politiques de droite le plus souvent. Et le combat qu'a eu Dominique Tricot et certains de ses collègues aussi, c'est de montrer que le rap avait le droit à l'exagération, à l'hyperbole, à la métaphore. En fait, il avait le droit d'être traité comme d'autres formes littéraires ou d'autres formes musicales. Et voilà, tous les procès qu'il a réussi à emporter, je pense, ont aidé à une meilleure considération du rap et de ses textes aussi. Et ont sûrement fait jurisprudence aussi. Vous republiez un grand portrait de Jul et vous proposez aussi dans ce numéro un grand entretien avec Rimka. Là, c'est le grand écart. Est-ce que ces deux papiers ne montrent pas finalement l'évolution et la diversité du rap français ? Ouais, bien sûr. Ces papiers-là le montrent bien, parce que c'est différentes générations de rap, différentes formes de rap aussi. Et puis, je pense que tout au long du magazine, on peut aussi voir que le rap français, maintenant, il est pratiqué aux quatre coins du pays. On peut venir de Caen, on peut venir de Tourcoing, on peut venir de Nice, sortir de l'axe historique Paris-Marseille et faire du rap. Il y a un rappeur qu'on interviewe aussi qui s'appelle JP Manova qui dit qu'il n'y a pas une rue aujourd'hui en France où ne vit pas un rappeur. Et ça, c'est quelque chose qui contribue à la richesse du genre, parce que tous ces gens vont raconter leur réalité et ce sera des réalités à chaque fois différentes. Ce numéro spécial de Society s'intéresse aussi aux États-Unis. Jay-Z, Snoop Dogg, Missy Elliott, Kanye West. C'est important pour vous aussi de revenir à la source, de rappeler à la nouvelle génération qui sont ceux qui ont façonné le rap ? Bien sûr, c'était important de parler des États-Unis autant que la France et autant que aussi l'international, tout le reste du monde, puisque c'est une musique globale aujourd'hui. Sur les États-Unis, on avait à cœur aussi de parler d'une controverse plus récente, en fait, qui est liée à la criminalisation des paroles de rap. On voit ces dernières semaines, notamment avec un procès très médiatisé, qui est celui du rappeur Young Thug, qui vient d'Atlanta et qui est donc au cœur d'un procès immense. Il est sur le banc des accusés, notamment à cause de ses paroles. Et aux États-Unis, des juristes, des rappeurs s'élèvent contre ça. On voit que c'est pas quelque chose de neuf, car dans nos articles, moi, j'ai eu la chance notamment d'interviewer un rappeur de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Mac et qui a purgé des années de prison pour avant tout sur la foi de textes, en fait, qui l'ont incriminé et qui se sont retournés contre lui et qui ont servi de moyens de preuve. Donc
voilà, c'était important de parler de tout ça dans ce numéro spécial de Society. Vous avez écrit un article sur DJ Screw, mythe du hip-hop mondial, mort en 2000 à 29 ans. On va l'écouter. Alors vous allez nous raconter, pour écrire ce papier, vous êtes allé à Houston, chez lui, racontez-nous. C'est ça, moi c'est un de mes meilleurs souvenirs dans la confection de ce numéro. C'est donc ce voyage à Houston, au Texas, pour rencontrer les gens qui font vivre la scène locale là-bas et aussi raconter l'histoire donc de DJ Screw et puis parler de son œuvre aussi. DJ Screw, c'est quelqu'un qui a révolutionné le son hip-hop dans les années 90. Sa technique, c'était de remixer ses morceaux de rap préférés en les ralentissant. Ça donnait une musique très ralentie, très, très lente, et même un genre musical en soi qui s'appelle le chop and screwed. Et donc, c'est resté pendant des années, en fait, assez limité aux frontières de Houston et du Texas, de son état natal. Et en fait, à la fin notamment des années 2000, avec l'arrivée de futurs stars du rap comme A$AP Rocky, ce son est devenu écouté à travers l'Amérique et aussi à travers le monde. Donc à sa manière, lui aussi a un destin, un parcours qui rappelle un peu celui plus largement de la musique rap et de la culture hip-hop en général. Vous vous êtes aussi intéressé à des beatmakers français qui sont passés de petits morceaux dans leur chambre à vendre leurs instrus aux plus gros rappeurs américains. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques parcours ? Et bien sûr, c'est assez aussi symptomatique de la musique d'aujourd'hui, ou en tout cas telle qu'elle est pratiquée depuis des années. C'est la capacité en fait de rester chez soi, et grâce à Internet, grâce à la démocratisation de logiciels de production musicale, de pouvoir rayonner à travers le monde. Là, c'est des différents producteurs qui ont pu travailler pour A$AP Rocky, pour Kendrick Lamar, pour Chief Keef, tout ça sans bouger de chez eux, et ça montre bien aussi ce qu'on veut dire sur le rap, c'est comment une musique vient de l'underground et devient globale. Et c'est quoi leur profil du coup ? Vous les avez rencontrés, vous les avez interviewés, ils viennent de Tours, de Châteauroux, c'est des profils très divers. Bien sûr, je les ai rencontrés il y a quelques années maintenant, parce que donc, celui-là fait partie des articles qui avaient été publiés exactement il y a quelques années et qu'on republie dans ce numéro spécial de Society. Voilà, et ils viennent tous d'endroits différents et ils racontent tous des voyages aux États-Unis aussi, pour rencontrer soit des rappeurs qui sont pour eux des modèles, des influences majeures, ou alors même pour mettre un pied dans l'industrie musicale américaine. Comment ils ont fait pour Angeles. placer leurs chansons ? Il fallait rencontrer la bonne personne, envoyer le bon mail ? Exactement, c'est des histoires, parfois c'est tout simplement des histoires de mails qui arrivent à la bonne personne, à un ponte de l'industrie musicale de Californie, de Los Angeles, Mike Karen par exemple, qui va prendre le temps d'écouter le morceau, et puis ensuite ça va très vite, parce que c'est aussi quelque chose qu'on raconte en creux dans ce numéro, c'est la profusion de styles, et c'est aussi le fait que cette musique ne cesse jamais d'évoluer, et il y a chaque jour, chaque semaine, d'innombrables nouveaux morceaux qui arrivent. Il faut des productions pour que ces rappeurs puissent rapper, et en fait ils vont servir, ils vont utiliser des productions qui viennent d'un peu partout, et notamment de France, parce que parfois aussi elles vont avoir des inspirations européennes. C'est ce qu'on m'a raconté dans le cadre de cet article, d'aller sampler, utiliser de l'eurodance, de la disco italienne pour apporter un son différent, et ça peut plaire à des rappeurs américain. Est-ce que le rap français est en bonne santé selon vous ? Est-ce qu'il a de beaux jours devant lui ? Bien sûr. Pour moi, le rap français n'a cessé d'évoluer. Il continue encore à évoluer aujourd'hui. Et comme je le disais, il a cette force en fait de pouvoir s'hybrider avec plein d'autres genres musicaux. On peut écouter de la drill, on peut écouter de la cloud, on peut écouter du cloud rap, on peut écouter de la musique pour s'ambiancer, du rap de lyriciste plus porté sur les textes.
cette richesse, elle est très importante. Et donc, je pense que le rap ne va pas s'arrêter là. Et aussi, dans les textes, c'est une musique qui va piocher un peu partout, des références, je sais pas, à la dernière série du moment, ou même à des jeux vidéo, et en même temps, va aussi piocher dans des références plus pointues. Donc, cette capacité à absorber un peu le monde d'aujourd'hui, c'est, je pense, quelque chose de très fort. Merci beaucoup Grégoire Bellos d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine Society qui nous propose un numéro spécial 50 ans de rap. À bientôt. Merci.